Aujourd'hui, on vous explique par où commencer en ce qui concerne la CSRD. On va vous montrer concrètement quelles sont les 6 premières étapes à suivre pour mettre en place la CSRD si vous êtes une société de gestion, une banque, un assureur ou une mutuelle, bref, nos clients. Une institution financière. Alors la première chose à faire, c'est de regarder si vous êtes soumis ou non à la CSRD. Pour cela, Anne-Sophie et moi-même vous proposons d'aller tout de suite regarder sur le site de nos amis de SustainSoft. Tapez le lien que vous voyez affiché à l'écran ou alors scannez le QR code. Là, on va vous demander de rentrer le chiffre d'affaires de votre entreprise, vos effectifs, le bilan, votre activité. Vous allez rentrer votre statut juridique et 2-3 autres informations et vous saurez instantanément si vous êtes soumis à la CSRD ou pas. C'est gratuit, c'est anonyme et c'est super bien fait. Mais bon, entre nous, la question c'est pas vraiment de savoir si vous êtes soumis à la CSRD, mais plutôt quand est-ce que vous serez soumis à la CSRD. Maintenant que vous savez si vous êtes soumis ou pas et quand, nous avons 3 bonnes nouvelles pour commencer. Alors la première nouvelle, c'est que vous avez toute l'année 2024 au moins pour y travailler. Les premières sociétés qui sont soumises à la CSRD vont devoir publier leur rapport début 2025 sur l'année 2024. Ceci étant dit, il y a quand même un petit peu de travail, donc commencez dès le mois de janvier. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la CSRD, en l'état actuel, est vraiment impossible à mettre en place. Vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions, ni trouver tous les indicateurs que demande cette réglementation. C'est tellement immense que c'est tout simplement impossible. Donc l'idée, c'est de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Et c'est très détendant, car comme personne ne peut y arriver, vous n'allez pas stresser de ne pas y arriver non plus. La troisième bonne nouvelle, c'est que nous sommes là pour vous aider et décortiquer cette réglementation, à vous aider à former vos équipes, à vous accompagner à réaliser vos analyses de double matérialité. C'est notre première vidéo sur le sujet, nous sommes ravis, mais il y en aura beaucoup d'autres. Alors attention, donc justement dans cette vidéo, l'idée c'est de vous donner quelques bases, c'est-à-dire les premières clés de lecture de la CSRD. Parce que dans les faits, c'est 100 fois, voire 1000 fois plus complexe que ce que nous allons vous présenter ici, mais on y va par étapes. Et attention aussi, dans un souci de simplification, nous allons parler de l'impact que votre entreprise peut avoir sur ses parties prenantes, ou alors de l'impact des entreprises de votre portefeuille. Quand c'est le cas, quand on parle d'impact, nous faisons référence à la fois à la matérialité d'impact et à la matérialité financière, mais nous ne le précisons pas à chaque fois. Qu'est-ce que la CSRD? Vous visualisez sans doute le reporting financier des entreprises. Bien maintenant, avec la CSRD, il va y avoir en plus un reporting extra-financier ou bien un reporting de durabilité. L'objectif est qu'à terme, le reporting de durabilité soit aussi robuste, aussi exigeant, aussi détaillé que le reporting financier. La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est la directive européenne qui explique comment il faut écrire, comment il faut faire ce rapport de durabilité. Qu'est-ce que vous allez devoir publier et faire concrètement? Il y a à la fois des informations qui sont obligatoires et des informations optionnelles. Sur les informations obligatoires, ce sont des informations d'ordre général. Vous allez devoir expliquer par exemple comment a été préparé le reporting sur l'entreprise, quelles sont les hypothèses que vous avez prises en compte, les politiques ESG mises en place, donner des informations sur votre gouvernance, sur votre stratégie. Donc par exemple, ici, vous allez devoir présenter votre stratégie climatique. Et ça, c'est l'étape 1. Et sur cette étape, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir répondre à toutes les questions obligatoires. Il y en a d'ailleurs 300, même plus de 300. Vous n'allez pas répondre tout de suite à tout. Vous allez faire votre maximum pour répondre à un maximum de questions aujourd'hui. Ensuite, il y a 10 thématiques optionnelles. Vous ne devez publier les informations concernant les 10 thématiques que si la thématique représente un enjeu matériel pour votre société, c'est-à-dire un enjeu important ou un enjeu significatif pour l'entreprise. Les 10 thématiques sont le climat, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité, l'économie circulaire, les effectifs de votre entreprise, les salariés de votre chaîne de valeur, les communautés concernées, les consommateurs et les utilisateurs finaux, et enfin, 10e, la conduite des affaires. Comment savoir si ces thèmes représentent un enjeu matériel pour votre entreprise? Eh bien, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un test de double matérialité. Je sais, c'est affreux comme terme, mais on va vous montrer comment on peut faire ce test de double matérialité. Tout d'abord, vous allez devoir construire la chaîne de valeur de l'entreprise. Et ça, c'est l'étape 2. À titre d'exemple, la chaîne de valeur simplifiée d'un asset manager comprend, pour commencer, le développement de produits et la stratégie d'investissement, la recherche et l'analyse. Troisième chose, la gestion de portefeuille,
Quatrième chose, le juridique et les risques. Cinquième chose, le marketing, la vente et la distribution. Donc ça, c'est vraiment une chaîne de valeur simplifiée. Pour chaque maillon de cette chaîne de valeur, vous allez devoir identifier les parties prenantes de ce maillon. C'est l'étape 3. Par exemple, sur la gestion de portefeuille, vous allez avoir les investissements et les financements, c'est-à-dire les projets, les entreprises que vous financez ou dans lesquelles vous investissez. Vous allez avoir aussi les fournisseurs du système IT qu'utilisent les gérants. Pour la partie marketing, vente et distribution, comme partie prenante, vous allez avoir les conseillers financiers qui commercialisent vos produits, les assureurs vie qui distribuent vos fonds. Et donc vous allez faire cet exercice de mapping des parties prenantes sur tous les maillons de votre chaîne de valeur. Vous pouvez présenter cela sous forme de tableau. Il faut que ce soit évidemment le plus réaliste possible par rapport à votre organisation. Une fois que vous avez listé la chaîne de valeur et identifié les parties prenantes, vous allez vous demander, pour chaque partie prenante, s'il y a un impact important sur l'une des 10 thématiques de durabilité. C'est l'étape 4. Exactement. Par exemple, prenons le cas des conseillers financiers qui commercialisent vos produits. Est-ce que cette activité a des impacts sur le climat, la pollution, l'eau, la biodiversité, etc. Vous allez noter cet impact sur une échelle de 1 à 5 par exemple. En l'occurrence, dans l'exemple des conseillers financiers, il est très probable que l'impact soit non significatif, à moins que vous commercialisiez des fonds dans des paradis fiscaux, dans des pays soumis à la corruption, etc. Comme beaucoup de nos clients. Dans ce cas-là, vous aurez peut-être des risques importants en termes de gouvernance. Une fois que vous aurez ce tableau, vous aurez fait une première partie du travail. Et si vous êtes un acteur financier classique, vous verrez que le gros sujet, ça sera sur votre portefeuille de financement et d'investissement. En effet, les sociétés que vous financez ou dans lesquelles vous investissez seront les parties prenantes qui seront les plus problématiques, car elles impactent fortement a priori, les 10 thématiques de durabilité. Ouais, c'est très important. Donc vous allez devoir vous concentrer sur les impacts de vos investissements et de vos financements. Et pour cela, il va falloir commencer une analyse de matérialité, une analyse approfondie de vos portefeuilles sur les 10 thématiques de durabilité. C'est justement l'étape 5. 5. Alors, comment on fait cela? On va prendre 2 exemples pour être très concret. Premier exemple, une société de gestion qui n'investit que dans des sociétés cotées. Et puis après, deuxième exemple, une société d'infra qui investit dans des aéroports, des hôpitaux, des routes et des projets d'énergie renouvelable par exemple. Commençons par la société de gestion qui investit dans des centaines de sociétés cotées. Les impacts du portefeuille vont être évidemment fonction de la composition du portefeuille et de la stratégie d'investissement. Pour évaluer les impacts, la première chose à faire, c'est donc de mapper les secteurs des entreprises en portefeuille et d'évaluer le niveau d'impact de chaque secteur sur les 10 thématiques de durabilité. Dans un portefeuille diversifié qui serait composé par exemple d'entreprises actives dans l'industrie lourde, l'énergie, le textile, il est fort probable que l'impact sur les ressources marines et aquatiques soit important. A contrario, si le portefeuille est fortement exposé à l'industrie pharmaceutique, transport, agroalimentaire, l'industrie des jouets pour enfants, la thématique consommateur et utilisateur final, et en particulier tout ce qui touche à la sécurité des produits, sera significatif. Une fois que vous avez identifié les thématiques de durabilité importantes, vous allez approfondir l'analyse en regardant les sous-thèmes. C'est l'étape 6. Pour information, il y a 10 thématiques de durabilité et 39 sous-thématiques. Pour la thématique climat, il y a 3 sous-thématiques. Adaptation au changement climatique, atténuation et énergie. Et pour les sous-thèmes qui ont une matérialité forte, vous allez devoir regarder les sous-sous-thèmes. Il y a 61 sous-sous-thèmes. Pour l'eau, par exemple, il y a le sous-sous-thème de la consommation d'eau, le sous-sous-thème du prélèvement en eau, le sous-sous-thème du rejet des eaux. Votre matrice de risque doit s'affiner pour aller des 10 thématiques vers les sous-thèmes, vers les sous-sous-thèmes, jusqu'aux indicateurs finaux. Oui, et il y a plus de 1000 indicateurs finaux. Et c'est ce qu'on appelle les fameux points de données, qui sont à la fois, qui peuvent être qualitatifs et quantitatif. Aujourd'hui, justement, comme on vous le disait en introduction, vous n'avez ni les moyens humains, ni les informations disponibles, en tout cas pas toutes les informations disponibles, pour reporter sur tous ces points de données. C'est pour ça qu'il faut être très pragmatique dans votre approche et commencer quelque part. Prenons maintenant un deuxième exemple rapide, c'est le cas d'une société de gestion d'infra qui n'investit que dans des aéroports, des hôpitaux, des routes, des projets d'énergie renouvelable. Comme on l'a vu, la société de gestion va devoir dans un premier temps publier les informations dites obligatoires. Puis dans un deuxième temps, déterminer les thématiques qui sont le plus matérielles pour elle. Elle va devoir lister sa chaîne de valeur, lister les parties prenantes, et ensuite elle va remarquer que les impacts les plus matériels pour elle sont sur ses investissements, c'est-à-dire l'impact de ses projets. Elle va devoir donc évaluer la matérialité des impacts
de ces projets. Exactement. Et donc pour évaluer la matérialité de ces projets, une première étape peut être de regrouper les projets par typologie et par zone géographique. Parce qu'un projet d'énergie solaire de plusieurs hectares n'a évidemment pas le même impact qu'un hôpital, par exemple, sur la biodiversité. De même, un projet solaire en Afrique n'a pas le même impact sur les communautés ou les droits du travail qu'un projet d'énergie solaire en Europe. Une fois que vous avez votre cartographie de vos actifs par typologie et par zone géographique, vous déroulez les 10 thématiques, puis les thématiques qui ont un impact fort, vous regardez les sous-thèmes, puis pour les sous-thèmes qui ont un impact fort, vous déroulez et vous regardez les sous-sous-thèmes, et ainsi de suite jusqu'aux indicateurs finaux. Encore une fois, vous n'aurez probablement pas tous les indicateurs, mais vous pourrez mettre en place les outils et les reporting pour les récupérer dans les années qui arrivent. Maintenant, les questions en suspens et les thématiques que nous traiterons dans les prochaines vidéos et nos posts. Première question très importante, c'est comment est-ce qu'on évalue financièrement la matérialité d'une thématique de durabilité? Comment est-ce qu'on fixe des seuils à partir desquels on décide qu'un impact est matériel? Est-ce qu'un impact qui représente 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise ou bien de la valeur d'un investissement est matériel? En fait, ça, c'est le sujet de la quantification des risques. Et c'est exactement là que l'ESG devient encore plus intéressant. Autre question, comment faire la différence entre la matérialité financière et la matérialité d'impact? Comment identifier les personnes clés au sein des parties prenantes? Comment sélectionner les sous-thèmes ou les sous-sous-thèmes pertinents dans l'analyse de la matérialité? Ouais, autre question, c'est où s'arrêter dans la chaîne de valeur. Et puis comment considérer des horizons de temps qui sont assez différents, donc le court terme, le moyen terme, le long terme dans votre analyse de matérialité. La question que tout le monde se pose, comment Moonshot peut vous aider? Déjà, la première étape, si vous êtes soumis à la CSRD, c'est de former vos équipes pour qu'ils comprennent les bases de la CSRD et qu'ils comprennent tout ce qu'ils vont devoir mettre en place. Donc nous organisons des formations spécialement sur le sujet. On organise aussi des ateliers de travail pour décider quelle sera votre feuille de route en matière de CSRD. Nous organisons aussi des ateliers pour vous aider à réaliser vos grilles d'impact, vos analyses de matérialité. Nous vous aidons à réfléchir à la meilleure méthode pour faire vos analyses, etc. Et ensuite, nous aidons évidemment nos clients à faire des analyses de double matérialité sur chacun des piliers. On espère très sincèrement que c'est un tout petit peu plus clair qu'il y a 10 minutes. Yes. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions pour qu'on les traite en vidéo si vous en avez. À bientôt.